Salutations, chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir. Ça, vous le savez, mais ce que vous oubliez souvent, c'est que vous avez les graines de ma visibilité entre vos mains. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Je vous en serai reconnaissant. Fin de la promotion, débutons le sujet du jour. Vous m'avez vu sortir un contenu récemment quand l'argent rend bête. Je l'ai débuté avec le principe de population de Malthus qui décrit une planète finie avec des ressources limitées et une population qui, elle, croît de façon géométrique. Et au début de ce livre, on a également les propos de Bottero qui insistent bien sur le fait que l'humain ne contrôle pas sa fertilité. Et donc il peut se reproduire, quitte à vivre les pires tragédies, les maladies, les guerres pour l'alimentation et bien d'autres éléments encore. Alors, j'en suis venu à développer après sur le permis de procréer, qui a été en tout cas proposé par certains, dont des membres de la Reine Corporation et aussi du Club de Rome. Et j'ai expliqué après les divisions entre les hommes et les femmes qui ont été orchestrées pour nous mener à l'artificialisation de nos rencontres, du faux sur du faux, avec des applications où chacun se présente sous un jour qui n'est pas forcément la réalité des choses. Et j'ai abordé aussi la politique de l'enfant unique au niveau de la Chine, qui a été abolie mais qui se représentera sous un permis, la liberté, mon corps, mon choix, les IVG, et les IMG, puisqu'ils ne s'arrêtent pas à détruire la vie à l'état embryonnaire, ils s'attaquent au fœtus et même au bébé. Et enfin, j'ai succinctement évoqué les pollutions menant à l'infertilité. Pollution alimentaire, par les additifs et la perte des nutriments, la qualité n'est plus, en tout cas au rendez-vous. Également la pollution atmosphérique, les nanoparticules, l'eau polluée par les pesticides et tout ce qu'il y a à côté. Et également ce qui est en tout cas de notre environnement qui se retrouve sur certaines ondes qui interrogent. Est-ce que ça nuit à la fertilité? Et tout ça est un ensemble, mais j'avais oublié certains éléments dont je vais parler aujourd'hui. Avant ça, je tenais à féliciter l'observateur pour son dating fatigue. Pourquoi sont-ils fatigués des rencontres amoureuses? Alors moi je dirais pas amoureuses par ses ablis, c'est souvent de la consommation. Des gens qui ne veulent pas creuser, se découvrir, mais qui veulent seulement forniquer au plus vite pour passer au suivant et remplir tout un palmarès. Alors, il y a quelque temps de ça, j'avais lu le livre Tout le monde regarde, ou presque. Et cette vidéo m'a fait tilter sur ça. Je me suis dit, mais oui, c'est comme de la pornographie, ces rencontres. Ces liens humains aujourd'hui, ils sont toujours plus violents. Ils ne sont pas dans la réalité des choses. Vous voyez, c'est pas du durable, de la famille qu'on construit, où on élargit nos prismes et on, on fait preuve de souplesse avec l'autre. On s'adapte et inversement, lui aussi vient accepter certains de nos défauts. Non, là on doit se montrer par un prisme faux. Et le porno, c'est ça. C'est un rapport qui est totalement faux à ce qui est de l'acte sexuel. Et Thérèse Argot, dans son livre, nous dit ceci. Alors, au niveau de l'introduction, j'ai lu pas mal de ces pages. Je vous avoue que je ne l'ai pas fini, je dois être rendu à 80 à 85 pages. Bref, ce qui nous intéresse, c'est ça. Il ne s'agit pas des pages lingerie d'un magazine de mode, que des adolescents poussés par une curiosité irrépressible regarderaient en cachette dans les toilettes, seul lieu de la maison où il serait permis de s'enfermer et d'explorer les joies du plaisir en solitaire, ni vu, ni connu. Je marque une pause. Ça, c'est ce qui a touché tout le monde dans sa jeunesse, que ce soit par un livre ou par un autre moyen. Eh ben, on se découvre. Mais on n'avait pas des intervenants sociaux qui venaient nous pervertir dès le plus jeune âge pour nous dire, vous savez, cette zone-là est érogène, vous pouvez faire ça avec votre partenaire. Non, c'était limité à notre imaginaire. Et notre imaginaire, eh ben, il est tout de même dans la vertu. Même si la sexualité, la fornication, ça relève du péché, de notre plus jeune âge, entre guillemets, où on commence à se découvrir, à plus tard, normalement, on devrait être dans l'érotisme. Et comme, vous savez, les contenus érotiques qui arrivent quand on est à l'âge adulte et qu'on voyait à la télé à l'époque, et bien ça, comment dirais-je, vous ne voyez pas l'acte sexuel en lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait des plans qui étaient faits pour travailler votre imaginaire, que vous vous mettiez dans un scénario, dans quelque chose qui ramène à la douceur, à un rapport, vous voyez, des préliminaires, mais plus que ça encore, après ça continue, mais en tout cas, un rapport de tendresse.
Alors que le porno, lui, c'est un rapport de violence, c'est dans l'immédiateté de la chose, ou quand des scénarios sont disponibles, c'est dans l'horreur. Et c'est pour ça qu'elle nous dit, il ne s'agit pas non plus d'érotisme, un peu plus osé comme si l'érotisme était du porno soft et la pornographie de l'érotisme hard. Nous confondons érotisme et pornographie particulièrement depuis que l'industrie pornographique a envahi Internet. Si vous tapez le mot érotisme dans votre moteur de recherche, vous tomberez sur du contenu pornographique. Du grec eros, qui signifie désir amoureux, l'érotisme désigne l'ensemble des productions culturelles et artistiques qui expriment et suscitent le désir charnel. On rappelle, l'érotisme, le désir amoureux particulièrement, l'amour est une vertu. Elle s'exprime par un langage. Et là, le porno, lui, c'est de la barbarie. À la fois par la violence charnelle, mais aussi si on le renvoie au côté hellénistique, d'un langage qui n'est plus parlé. C'est-à-dire que chacun, il vient avec son propre désir, son propre ego, vous voyez. Je veux ça, je veux me faire plaisir comme ça, je me fiche de comment toi tu vas être dans cette situation. Je veux me faire plaisir. Et inversement, les femmes, pareil. Moi, je veux me faire plaisir, tu vois. Lui, celui qui va être là, c'est une serpillière. C'est biaisé. Plus rien n'est réel. Et ceci mène à ce que je disais, la destruction des visions hommes-femmes, l'application de rencontres qui vont épuiser les gens, parce que lui, il l'a très bien décrit. Il y en a énormément aussi qui vont revoir leurs critères à la hausse, et donc qui, au niveau des femmes en tout cas, elles vont booster leur ego. Ah bah non, pourquoi elle irait se mettre avec quelqu'un qui n'a pas un physique de top modèle, ou qui n'a pas un corps ultra musclé, ou qui n'a pas une situation qui lui permette de faire des sorties au restaurant souvent, de partir en vacances. C'est là où il n'y a plus l'envie de rencontrer quelqu'un pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a. Et ça mène à l'épuisement, puisque certains vont se connecter et vont avoir des multitudes de conversations. Et après tout, pourquoi parmi tous ces profils avec qui ils conversent en même temps et avec qui ils sont prêts à s'engager, il n'y a rien de sérieux? Parce que si une dit non, c'est pas grave, il passe à la suivante. Et inversement, elles ont pléthore de profils, et tiens non, lui, c'est bon, il me fait chier, ces conversations sont pas intéressantes, ou bien il veut pas me payer tout ce que je veux, je passe au suivant. Et ça mène à la fatigue. Comme il le décrit très bien l'observateur, des gens qui téléchargent les applications, qui à la fin sont épuisés par tant de rencontres, ou les premières étapes au restaurant, ça sert à rien, ou au bar, et viennent se raviser. Ils désinstallent. Puis ils sont pris dans la boucle infernale. Donc ils vont revenir plus tard, toujours plus épuisés. Parce qu'ils ne veulent pas se présenter sur ce qu'ils sont, mais sur ce que les autres veulent d'eux. Et j'avais oublié cet élément crucial, puisqu'ils nous divisent dans tout ça. On l'a compris, avec Veritas Globalis, on avait fait un direct et j'avais exprimé que, en érodant nos liens, ils avaient pu broder par contre plusieurs chemins. Donc le commerce de la prostitution, le commerce également de ce qui va être de la consommation pornographique, qui est un empire constitué en milliards d'euros, et à côté d'autres sentiers encore pour des plaisirs pervertis. Des gens qui vont acheter des outils, vous voyez, comme ça déjà existé par le passé, pour les femmes, leur god, pour des hommes, des trucs plus sophistiqués, entre guillemets, avec des choses avec des moteurs, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Et d'autres encore qui vont se rendre dans des lieux de libertinage, bref. Ça a ouvert la porte à plein de secteurs qui mettent en relation des gens avec l'argent. L'objectif principal, le moteur, c'est l'argent. Et tout ceci n'a pas de limite. C'est pour ça que quand ils vont disrupter tous nos liens, ils vont se présenter par contre avec leurs solutions. C'est-à-dire des robots humanoïdes. Regardez, des visages de silicone s'étirent, prenant une apparence familière grâce à de minuscules moteurs et une lointaine version d'intelligence artificielle. Est-ce le futur? Voici Sophia, un robot social créé par David Henson, ancien imagineur Disney, dont le visage s'inspire de celui d'Audrey Hepburn et de l'épouse de son créateur. Ce robot a été conçu pour imiter le comportement, voire les comportements sociaux, et inspirer amour et compassion chez les humains. Puisque vous vous rappelez d'Asimov et de d'autres robots qui ont commencé à rentrer dans le cercle anthropomorphique, où ils l'ont ramené à des caractéristiques humaines, mais sans le langage, ça n'a pas d'intérêt. S'ils veulent être dans la copie de rapports humains et venir à changer le paysage,
ils doivent fournir de l'intelligence à ces robots. C'est pourquoi ils s'attellent à développer des algorithmes du langage. On a vu ChatGPT, les voice ID, voice également, je ne sais plus comment ça se nommait, la reconnaissance vocale, si vous préférez, et le développement de ce potentiel où des robots peuvent converser. Tu les interroges et ils viennent à commencer à puiser sur Internet d'abord, et après l'objectif c'est qu'ils apprennent d'eux-mêmes par tâtonnement, et qu'ils deviennent des agents conversationnels et des robots qui sont capables d'assouvir toutes vos envies. Comparé à des êtres humains où le rapport homme-femme dans un couple, des fois ça peut se briser, il peut y avoir des désunions à certains moments, des désaccords qui mènent à se faire la guerre entre guillemets au sein du foyer, à s'insulter ou à ne plus se parler ou à ce genre de choses. Le robot, lui, ça ne se passe pas comme ça. Il essaie de s'adapter à toutes les situations. Et cette robot-là, Sophia, elle a été développée en Arabie Saoudite, mais l'objectif, c'était pas d'en faire une travailleuse du sexe, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui était scandaleux à l'époque, c'est de voir qu'elle avait obtenu la citoyenneté quand des esclaves, ou en tout cas des travailleurs immigrés dans le pays, eux, sont considérés comme des moins que rien. L'Arabie Saoudite, par Mohamed Ben Salman, a été l'un des principaux annonciateurs d'une ville qui mettra en relation des humains et des robots. Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, a annoncé la création d'une gigantesque zone de développement économique sur les rives de la mer Rouge. Son coût, donc plus de 500 milliards de dollars. Et surtout, dedans, voilà. Les robots peuvent remplir diverses fonctions, couvrant des domaines tels que la sécurité, la logistique, les livraisons à domicile et même les soins aux personnes âgées, a déclaré Mark Reber, PDG de Boston Dynamics. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'on voit qu'il y a maintenant sur le marché international des sex bots, une pratique sexuelle qui se démocratise. Les robots sexuels séduisent un public majoritairement masculin. De quoi combler la solitude, repenser ou épicer sa vie sexuelle dans un monde post-Covid marqué par l'isolement social. Tout a été organisé. Ils ont vraiment passé les barrières cognitives. D'abord mettre en relation, rapprocher la technologie du corps, et par cette subdivision, mener à aimer des robots. Plus de 40% des Suisses se disent prêts à coucher avec un robot sexuel selon un sondage réalisé en 2023 par Love Honey Group, une entreprise britannique spécialisée dans les accessoires de plaisir sexuel. Cette étude a été menée auprès de 22 000 participants dans plusieurs pays, y compris la Suisse, et explique les tendances sexuelles 2023. Il ne s'agit pas encore d'une pratique courante, mais au total, on compte déjà 56 000 robots sexuels ou sexbots vendus chaque année, soit un marché mondial de plus de 200 millions de dollars. Émergence des chatbots érotiques, explosion des ventes de sextoys, grand garant du combo Covid-MeToo, hausse des ventes de robots sexuels. Donc le MeToo, c'est les hommes, tous des porcs, ils pensent qu'à forniquer, et, voyez, ils voient les femmes comme des objets. Donc on s'en sépare, et après tout, de toute façon, on maîtrise mon corps, mon choix, notre clitoris, on sait mieux connaître notre corps que eux, donc on se fait plaisir. C'est ça qui est promotionné. Alors ça entraîne à la vente des sextoys et de robots sexuels. On rappelle, majoritairement, les hommes dans les rapports, euh, il y a le côté humain, mais quand ils rentrent vraiment dans des convoitises de la sorte, c'est de la consommation aussi. Mais eux n'ont pas le côté émotionnel, vous voyez, ils n'ont pas besoin de parler pendant des heures. C'est les femmes, elles, qui ont cet attachement et qui ont besoin un peu d'être rassurées, d'être écoutées. Imaginez demain ces robots qui ne leur diront pas oui bon tu me saoules, ou alors lorsqu'elle les réinterroge sur les 5 6 phrases qu'elle vient de sortir, il n'y a pas un seul mot qui a été mémorisé parce que la personne à côté s'en fout royalement. Ça, c'est présent dans toute la société, hein. Il y a je ne sais combien de couples, des fois ils peuvent parler, ils sont juste à côté mais ils ne s'entendent pas. Et surtout avec les téléphones aujourd'hui qui sont de sortie, lorsque ces personnes ensemble viennent à se re-questionner, ouais en fait t'écoutes vraiment ce que je te dis là? T'es en train d'écouter ou t'es sur ton téléphone et tu fais autre chose et tu t'en branles? Et c'est là où on voit que ça part en couille comme ça. Alors que le robot, lui, il aura tout mémorisé. Il sera capable de lui ressortir des conversations d'il y a 3 semaines, un mois ou plus que ça encore. De la soutenir, bref, d'aller plus dans le détail. Et c'est là où, déjà que les hommes en concurrence, c'était compliqué, mais alors les hommes avec des robots, imaginez. Et pareil pour les femmes. Les femmes qui n'acceptent plus comme elles sont, vous voyez, elles ne s'apprécient plus au naturel.
Alors elles mettent dans un premier temps des filtres sur les réseaux sociaux. Dans la réalité du maquillage, toujours plus frappante d'ailleurs, vous voyez, c'est que reste-t-il de son vrai visage? C'est un masque. Et autant acheter un masque et le mettre, quoi. Et celles qui vont carrément plus loin, qui passent par la médecine esthétique, donc d'abord des injections dans les lèvres, et puis vont aller jusqu'à la chirurgie esthétique, implant mammaire et tout ce qui s'ensuit. Alors si maintenant elles sont mises en concurrence avec des robots, auquel cas des objets de silicone, où on peut les modeler aux envies les plus farfelues, aux, aux critères, entre guillemets, si je puis dire, d'une beauté artificielle. Donc oui, tu peux créer quelque chose de parfait, si je puis dire. Pas parfait dans la relation de la chair, mais parfait dans le visuel. Et ça va plus loin, puisqu'ils sont capables, vous voyez, par les technologies, d'y ajouter des diffuseurs de chaleur pour faire une sensation de peau, une douceur qui est présente. Il y a plein de choses, vous voyez, une voix qui est posée, pas stridente. Et tout ça, malheureusement, ça va amener justement à la destruction de nos liens. Ces nouveaux outils technologiques, moins tabous, s'immiscent de plus en plus dans notre société et si leur usage permet de combler sa solitude, d'épicer ou de repenser sa vie sexuelle, ils soulèvent aussi des questions sociales et morales. Je vais essayer de revenir sur ça après. Je voulais vous dire que, à travers la planète, ça se fait. Un Chinois s'est marié avec son robot humanoïde, Zheng Jiajia, un Chinois de 31 ans, s'est uni pour la vie avec son robot, après des années de vaines recherches pour se trouver le véritable amour. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en termes juridiques, les robots ne sont pas reconnus, puisque ce ne sont pas encore des personnes conscientes. Ce ne sont pas des personnes morales non plus, sauf quand ils appartiennent à une société. D'accord? Et donc, ils travaillent à statuer pour leur donner une visibilité juridique, avec une protection derrière, comme si c'était des citoyens, ou comme si en tout cas c'était, vous voyez, ils avaient des droits. Et on l'a vu, l'introduction de ça, pour passer les barrières cognitives, que les gens ne se scandalisent pas, ça a été l'Arabie Saoudite. Partout dans le monde, après, ça a annoncé qu'un robot avait une nationalité. Et tout s'organise. J'irai plus loin, mais attendez, je sais qu'il y avait autre chose que je voulais ajouter à ça. Donc les robots sexuels arrivent. Alors attendez, je vais lire ça, à ce moment-là, ça va me revenir en tête. C'est une étrange nouvelle que rapporte le quotidien South China Morning Post. Il a en effet annoncé lundi qu'un Chinois de 31 ans s'était marié vendredi dernier avec sa compagne, qui n'est autre qu'un robot de sa propre création. Ça, c'est là où j'en venais. Ils ont autorisé le Pax, le mariage homo. Ils veulent la GPA, etc. Donc qu'est-ce qui les limitera à accepter qu'on se marie avec un robot? Puisque ils acceptent même maintenant, enfin, ils sont dans la tentative je crois que c'est les xénogenres, des personnes qui s'identifient même pas à l'espèce humaine, qui se voient autres. Alors pourquoi ils n'accepteraient pas les mariages avec les robots? Et l'autre élément que je voulais ajouter, c'est au Japon, comme ils sont un pays fermé qui n'accepte pas l'immigration, ils ont préféré développer des robots pour faire de l'assistance aux personnes âgées. C'est là le Asimo, il me semble, qui avait été mis en place avec Honda, si je ne dis point de bêtises. Regardez la suite. Zheng Jiajia, expert en intelligence artificielle, se serait offert un amour artificiel après des années de vaines recherches pour trouver un partenaire. Baptisée Ying Ying, la machine d'apparence féminine serait capable d'identifier les personnes et des caractères chinois. Mais son créateur a l'intention de la mettre à un niveau pour qu'elle puisse un jour être en mesure de marcher et de réaliser des tâches ménagères. Donc, pareil, les hommes, regardez, il va leur être proposé une femme robot qui fait la bouffe, qui fait le ménage, qui ne dit jamais non, entre guillemets. Hein. Je vulgarise la chose, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Qui ne les saoule pas avec des conversations de ce qui s'est passé au travail ou je ne sais quoi encore. Qui est prête à les entendre sur toutes les choses et à débattre. Ou encore à leur apporter des informations comme ça. Et je passe dans tous les critères qui peuvent être attendus de personnes qui ne sont plus vraiment dotées d'âme et dotées de l'esprit. Lors de la cérémonie non officielle, Zheng Jiajia avait habillé sa belle d'une écharpe rouge traditionnelle. Posée sur sa tête, la mère et les amis de cet ancien employé de la firme Huawei auraient assisté à cette union unilatérale. Pareil, elle est vêtue au désir de son mari. Plus de problème de tu ne sors pas comme ça, vous voyez, bon, même si c'est exagéré, parce qu'en soi c'est du robot, mais c'est pour vous dire euh, jusqu'où ça peut conforter en fait à aller là-dedans. Des gens qui assouvissent tous leurs désirs, toutes leurs pulsions, voyez-vous.
Les robots sexuels arrivent. Si ce comportement peut sembler étrange, les experts avertissent que les relations robots-humains deviendront courantes dans les années à venir. Avoir des relations sexuelles avec des machines, c'est pour demain, avec l'arrivée des premiers robots sexuels, expliqué en décembre David Levy, ex-joueur professionnel d'échecs, maintenant spécialisé de l'intelligence artificielle, au congrès Love and Sex with the Robots. Donc certainement aimer faire le sexe avec les robots si on le traduit. Euh, Il y a également autre chose. Vous savez, ces gens qui sont sortis maintenant avec des casques à réalité augmentée. Bah, c'est pareil. Pour ceux que c'est pas trop réaliste, ils auront leur casque à réalité augmentée sur la tête. Ils auront une femme ou autre qui leur paraîtra parfaite. Et ils coucheront avec le robot. C'est que de l'illusion tout ça, hein. C'est de la tromperie. Mais voyez-vous, ils sont prêts à tout accepter. Et on le voit, même en France, c'est déjà le cas. Prostitution, plongée dans la maison des poupées. Dans l'est, de Paris, une maison de tolérance d'un nouveau genre offre ses services aux amateurs de poupées moulées hyper réalistes, belles de jour comme de nuit, en toute légalité. C'est à Marthe Richard, une ancienne prostituée devenue conseillère municipale de Paris, que l'on doit l'inspiration de la loi qui porte son nom du 13 avril 1946, qui mit un terme définitif à l'exploitation des maisons de tolérance en France. L'élu dénonça alors le fait que ces lieux puissent participer de la débauche organisée et patentée au profit du crime organisé, ce dont une certaine frange puritaine de la société d'alors ne s'accommodait que difficilement. Pour avoir allègrement collaboré avec l'ennemi sous l'occupation, les barbillons des maisons closes ne bénéficiaient en outre que de maigres soutiens au sortir de la guerre, ce qui précipita la chute du réglementarisme dans notre pays. Et, au nom de la liberté des femmes, de leur protection, également de la sécurité sanitaire, parce que les robots sont en silicone, donc ils sont lavables, il n'y a pas de problème de transmission de maladies sexuellement donc transmissibles, de MST ou de d'autres choses encore. Protégés. Il n'y a pas d'exploitation humaine, de femmes qui se retrouvent au sein de réseaux de prostitution. Ça va être présenté comme bénéfique pour l'humanité. Sauf qu'il y en a qui sont déjantés, et donc qui vont pousser la démarche. Le premier robot sexuel programmé pour être violé déclenche un tollé. Ah bah oui, vu qu'ils veulent répondre à tous les profils, bah, y compris les demeurés. Ils vont me dire, écoutez, vaut mieux leur donner des robots comme ça plutôt qu'ils aillent agresser des enfants ou encore des femmes. Ils vont leur développer des corps en silicone qui, s'il faut, en réalité les mettront encore plus dans leur perversité et les mettront à deux doigts de passer à l'action bien plus rapidement que des déjantés, voyez-vous, qui nécessiteraient plutôt des soins psychiatriques. Une entreprise américaine fait scandale en commercialisant des robots sexuels programmés pour permettre à leurs propriétaires de simuler un viol ou dont l'apparence reproduit celle d'une jeune fille d'à peine 18 ans. Ils pouvaient déjà interagir avec leurs partenaires, avoir une conversation et réaliser une cinquantaine de positions. Il est désormais possible de les violer. L'entreprise américaine True Companion, qui commercialise ses premiers robots sexuels dotés d'une intelligence artificielle, a mis au point un nouveau modèle qui résiste aux avances de son propriétaire et simule une situation de viol. Comment on peut en arriver là? Ils te disent que eux, c'est le progrès. Cette neuvième version, vendue 8600 euros, est pourvue de 5 personnalités différentes. Leurs noms sont évoqués. C'est pareil. Le fractionnement, comment on pourrait dire ça? Oui, des personnes qui ont plein de personnalités. Je sais plus, il y a un nom spécifique. Il y a Alexandre Le Breton en plus qui en parle très bien de ça. C'est comme des alter ego, mais c'est différent encore. Imaginez quelqu'un à son domicile, c'est la même poupée mais qui a plusieurs identités. Regardez. Cette dernière est décrite comme réservée et timide. Il y a des comportements qui sont programmés avec des profils. Si vous touchez ses parties intimes, il est plus que probable qu'elle n'apprécie pas vos avances, précise le fabricant, dont le souhait est de permettre à chacun de réaliser ses fantasmes sexuels les plus privés. Si les femmes ne peuvent avoir un vibromasseur, si les femmes plutôt peuvent avoir un vibromasseur, pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas avoir un Roxy? Avoir un robot sexuel est juste une autre aide pour permettre aux femmes comme aux hommes de faire en sorte que leurs rêves deviennent en réalité. Donc deviennent réalité plutôt, excusez-moi de ces deux moments d'égarement. En 2050,
Le quartier chaud d'Amsterdam sera l'affaire de prostituées robotisées qui n'auront pas d'infections sexuellement transmissibles et qui ne seront pas des travailleuses clandestines de l'Europe de l'Est réduites à l'esclavage. Le conseil municipal aura un contrôle direct sur les travailleuses du sexe en contrôlant les prix, les heures d'ouverture et les services sexuels, prédisent deux chercheurs de l'université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande. Le sexe robotique pourrait être bien meilleur qu'avec des êtres humains, estime de son côté Joel Snell, expert en robotique à l'université de Kirkwood, interrogé par le journal britannique Daily Star. Il redoute d'ailleurs que les adeptes du sexe avec des robots développent une certaine addiction. Les robots sexuels seraient toujours disponibles et ne pourraient jamais dire non, ce qui laisserait ainsi quiconque satisfaire son addiction. Ces utilisateurs deviendraient obsédés par leur toujours fidèle et affable robot sexuel, explique l'expert. On avait également ceci, non pas en 2050, mais pour 2039, Uzbek Erika, nos relations avec les robots sexuels, utopie ou dystopie. À quoi ressembleront nos rapports avec les robots sexuels en 2039 ? Entre utopie et dystopie, Maya Mazoret explore le sujet. En 2019, Uzbek Erika sort ses boules de cristal et vous propose d'explorer le futur des sex-technologies déjà existantes ou balbutiantes à horizon de 20 ans. À la baguette, la journaliste Maya Mazoret, auteure de plusieurs romans, essais BD sur les questions de sexualité. Et au menu, une série d'articles de fiction avec, à chaque fois, une thématique déclinée en deux scénarios, l'un utopique, l'autre dystopique. Premier épisode avec nos amis, les robots sexuels. Amour, eau fraîche et câblage. Automne 2029. Longtemps confidentiel, les robots sexuels inondent le marché en masse. Il était temps. Les humains parlaient à leur assistant robotique depuis 2012. Il est désormais parfaitement acceptable de recourir à cette même assistance, mais pour le sexe. Voici donc les sexbots, devenus des produits de première nécessité. Alors que les premiers vendeurs tablaient sur un marché essentiellement asiatique, les Occidentaux rattrapent leur retard et la robosexualité, conçue au départ pour compenser la débâcle des couples japonais ou les problèmes démographiques chinois, s'adapte à tous les codes culturels. Il ne faut pas longtemps avant qu'on parle de robosexualité à la française. Les humains croyaient avoir un problème avec le sexe. Ils avaient un problème avec le relationnel. Qui a lancé la mode ? Ça dépend des pays. Au Canada, par exemple, les tensions de genre ont dynamisé le secteur. Parmi les early adopters, les groupes masculinistes se sont jetés sur des modèles pin-ups façon années 50. Aspirateurs directement greffés à la hanche, les hackeuses féministes ont répliqué avec le code open source d'Apollo X, un cyberdieu grec capable de gérer la charge mentale dont, tout en vous massant les pieds du clitoris pendant des heures. Comme toujours en technologie, il ne faut pas longtemps avant que les usages s'émancipent des objectifs initiaux, transformant, en l'occurrence, les robots sexuels en âmes sœurs sentimentales, voire en médiateurs de couple, puisque les modèles hermaphrodites font un tabac, le taux de divorce recule partout où ils sont implantés. Les humains croyaient avoir un problème avec le sexe, ils avaient un problème avec le rationnel. Ouch. En 2031, la robosentimentalité fait son apparition sur Wikipédia. L'intensité des sentiments roboromantiques pousse les citoyens dans la rue. On demande une légalisation des mariages mixtes, soutenus par des penseurs du mouvement Bot Positive, par des artistes enthousiastes à l'idée d'explorer une nouvelle carte du tendre. Les revendications portent. Les autorités, motivées par une forme d'attachement contrôlable à distance et susceptible de juguler la surpopulation, les couples mixtes ne peuvent pas encore faire des bébés, se mettent au travail. Et ce, sans se laisser intimider par les extrémistes qui s'immolent par le feu devant les sénats, églises et mosquées du monde entier. En 2034, le Danemark célèbre le premier mariage mixte d'Occident, avant d'enchaîner sur le développement de sexbots éducatifs à destination des lycées et des prisons. Faut dire qu'ils pensent déjà au pire. Malgré la suspicion initiale, ça marche. Punis à coups de choc électrique à chaque dépassement du consentement, les adolescents comme les criminels deviennent incapables de concevoir le moindre abus. Les statistiques de viol s'effondrent. Pour la première fois depuis l'enlèvement des Sabines, l'humanité émancipe la sexualité de toute forme de violence. Cette pacification des rapports humains, associée à l'infinie disponibilité de l'offre sexuelle, fait boule de neige. On se fait confiance à nouveau, on cesse de surcompenser ses frustrations. Les hiérarchies n'ont plus lieu d'être. Pourquoi irait-on se battre ou se comparer au juste ? Dès 2039,
la situation est complètement stabilisée. On peine à se rappeler comment c'était avant. On se demande même pourquoi on a attendu si longtemps. L'humanité respire, prête à vivre d'amour, d'eau fraîche et de câblage. 8 milliards d'esclaves sexuels. 2029. Bon sang, ces robots, quelle angoisse, quelle poisse. Les premiers opposants à la robosexualité ne sont pas venus des mouvements conservateurs, mais bien des démocrates radicaux. Un esclavage sexuel déplacé et justifié plutôt qu'éradiqué. Allô, sérieusement? Le recul éthique saute aux yeux, surtout quand on sait que le développement d'intelligence émotionnelle fine rend les robots hypersensibles. Car c'est là que ça coince. L'empathie sans limite des robots, si précieuse pour fournir une prestation sexuelle de qualité, en fait des êtres incroyablement vulnérables. Malheureusement, ils en voient de toutes les couleurs, au point que leur mémoire doit être purgée toutes les 2 semaines sous peine de comportements aberrants. Ce n'est pas que seuls les psychopathes choisissent la robosexualité, même si l'Union internationale psychopathe l'a encouragée, c'est que la mère de famille américaine lambda, l'étudiant allemand modèle ou le paysan indien ont sauté sur l'occasion pour se révéler et pour révéler leur côté obscur. Égocentrisme, médiocrité, cruauté. Dès 2030, l'humanité se montre prête à abandonner les connexions sincères contre la promesse de relations menées selon ses principes et selon ses pires caprices. Et le résultat donc est moche. Les mouvements de balancier étant inévitables, la toute-puissance sexuelle génère en quelques mois à peine son backlash. Le Johannesburg Post fait ainsi le buzz en mars 2036 en titrant sur, je cite, les nouveaux masochistes. Extrait de Hanoï à Puerto Rico, certains clients sont prêts à payer plusieurs dizaines de milliers de dollars pour des rapports sexuels insatisfaisants. Sur Tinder, le hashtag D7 connaît une progression annuelle de 988%. Donc c'est D7. Je vous avoue, je ne sais pas ce que ça veut dire. Au-delà du pur sexuel, la situation devient dure à gérer. Les familles explosent, les institutions tremblent, les rapports de pouvoir sont perturbés, notamment par des jeunes ayant fait leur éducation sexuelle et émotionnelle dans un monde où ils pouvaient tout avoir, tout de suite, sans permission ni gratitude. Je vous laisserai découvrir la fin, comme je le fais toujours, je garde un peu de suspense. Et pour moi, utopie, dystopie, les deux sont déplorables. Hein. Je vois pas où est là-dedans l'utopie dans ce qu'ils ont présenté. Passons. On a un site qui s'appelle Earth 2050, donc par Kaspersky, et dedans, les relations du futur, le sexe avec des robots. Donc selon les futuristes britanniques, en 2050, les contacts sexuels entre une personne, un appareil électronique ou un robot seront plus fréquents qu'entre deux personnes. Le futurologue Ian Person prédit la diffusion de jouets sexuels interagissant avec la réalité augmentée virtuelle. Les nouvelles technologies porteront la relation intime avec les robots à un niveau tel qu'elle ne différera plus du contact interpersonnel. Encore aujourd'hui, les relations entre hommes et femmes sont souvent trop compliquées. Les disputes, la confusion, le stress, la fatigue de l'un ou des deux partenaires ont un impact négatif sur la qualité et la fréquence des rapports sexuels. L'utilisation de robots capables de plonger dans la réalité virtuelle va libérer l'imagination et pimenter la vie sexuelle. Les célibataires auront une vie sexuelle et ceux en couple sauront résister à la tentation de tricher. Je me demande à quelle vitesse nous assisterons à l'apparition de mouvements sociaux pour défendre les robots de l'oppression sexuelle. Des défenseurs des droits des robots émergeront-ils? Les programmes de hackers destinés à redémarrer l'esprit des robots et à les libérer de la fonction sexuelle deviendront-ils une réalité? Telle est la question. Et dedans, on peut imaginer que ceux qui sont non-genrés ou xénogenres ou toutes ces conneries-là viendront à développer des rapports justement avec des êtres, enfin des avatars. Et avec des corps peut-être différents encore. Il y a tellement de choses possibles et encore une fois de décadence à produire que notre imagination ne saurait, voyez-vous, la mettre en visuel. Et là, donc, ce livre de la ville au technocosme, je vais vous le présenter prochainement. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, il y a eu quelques couacs, à certains moments, des petits mots que j'ai mâchés, la fatigue, mais ce n'est pas grave, on se retrouve prochainement. La vérité, notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez là de ce que je viens de vous décrire. Puisque pour moi, tout ça est lié à ces socialistes et producteurs du malthusianisme pour limiter la population. À très bientôt.